On est avec Alexis Cousineau, Olivier Bartel et Joseph Roy et on parle de la plongée. La plongée, c'est mystérieux, la plongée, c'est dangereux, ou peut-être pas. En fait, on va l'apprendre ce soir avec nos trois invités. J'aimerais commencer avec toi. Comment est-ce que la plongée est entrée dans ta vie? C'était suite à une conférence de Mario Cyr. Je ne sais pas si vous Mario voyez, Cyr? c'est qui Mario Cyr? Qui est un... Qui est un caméraman sous-marin, OK. Madelino, qui est une sommité spécialisée dans la plongée sous glace. Puis ça t'a marqué. Ça m'a marqué parce que le monde sous-marin m'a toujours fasciné, mais ce qui m'a marqué dans sa conférence, c'est qu'il a dit que pour se rendre où il était, donc devenir caméraman sous-marin, donc travailler vivre seulement De ça, ouais. de ça, quelque chose d'assez comme documentaire artistique, il avait commencé par être scaphandrier. Mais t'avais jamais plongé avant ou... J'avais des certificats de plongée récréative. OK. Donc, ce qu'on fait comme quand on va à Cuba, supposons, OK. là, vraiment. Oh, oui, je comprends. Puis de ton côté, comment la plongée est entrée dans ta vie? De mon côté, la plongée, c'est pas mal depuis mon enfance. Pas de manière, évidemment. J'ai pas commencé à plonger à bouteille avec de l'équipement, etc. Ouais. Mais dans ma famille, j'ai grandi dans l'Anaudière, à Saint-Jean-de-Mata, un petit village dans les montagnes, parsemé de rivières et de lacs. Puis on était toujours en train de se baigner, en train de faire de l'apnée par-ci, par-là. Donc, au fil du temps, je suis devenu un bon nageur. Je me débrouillais bien dans l'eau, puis j'aimais plonger en apnée. Donc, à un moment donné, vers la fin du secondaire, je pense que en me demandant un peu qu'est-ce que j'allais faire pour le travail, pour les études, j'ai eu l'idée de voir s'il y avait du travail qui se faisait sous l'eau. Donc, effectivement, je me suis enligné sur le cours de plongée professionnelle qui se donne à l'Institut maritime du Québec, à Rimouski. Et de là, éventuellement, quand j'ai terminé le cours, je suis tombé sur la possibilité de la pêche à l'oursin. Donc, j'ai embarqué sur le bateau de pêche à l'oursin. Et depuis ce temps-là, c'est mon travail principal. Puis de ton côté, comment ça a commencé, cette glorieuse épopée de la plongée? Moi, j'ai étudié en bioécologie puis en sciences de l'environnement. OK. Puis j'ai laissé passer toutes ces études-là avant finalement de décider de commencer à plonger. Là, ça va faire 16 ans cette année que j'ai commencé à plonger. Puis, Mais tu plongeais pas du tout avant, là. Exactement, je plongeais pas du tout avant. Puis, Qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se dit, tiens, je pourrais bien plonger, moi? J'ai toujours eu l'intérêt, mais la vie a fait que ça a tardé un peu. OK. Puis il y a 16 ans, j'ai décidé de me lancer, commencer à faire de la formation. La piqûre a commencé. Puis finalement, toute ma vie a déboulé puis c'est collé sur la plongée. Là, depuis, je suis devenu instructeur de plongée récréative, je suis tombé dans la plongée technique, je suis devenu scaphandrier, superviseur. Puis maintenant, je suis enseignant à l'Institut maritime du Québec en plongée professionnelle. Hey, intéressant. Est-ce que tu as l'impression que la plongée gagne en popularité ou que c'est plutôt stable? Ou comment ça... Est-ce que c'est en santé, ça? C'est en santé en ce moment, mais c'est une vague, en fait. C'est assez cyclique, là, on va dire, la mode ou la popularité de la plongée. Là. OK. L'histoire nous a montré quand même qu'il y a des moments forts, des moments plus bas. Puis en ce moment, on a la chance d'être dans un moment qui s'en vient quand même plus fort. Là. Ah oui? Ça gagne en popularité. C'est un sport qui se libéralise beaucoup, qui attire de plus en plus les jeunes aussi, de la plongée professionnelle aussi. Le métier de scaphandrier était, je crois, vous le confirmerez, là, assez mystérieux, pas tellement connu. C'est assez niché comme métier. Mystérieux, mythique. Même. C'est effectivement un métier mythique. On dirait qu'on oublie que ça existe encore. Puis là, encore une fois, de plus en plus, on voit de plus en plus de scaphandriers sur la place publique. On entend de plus en plus parler de ce métier-là. La publicité des programmes a augmenté. L'industrie canadienne s'est organisée. Donc, on entend parler de plus en plus, puis ça gagne en popularité. J'aime ça qu'on s'en aille là-dessus. Scaphandrier dans ma tête. Vous le voyez, j'imagine, l'image que j'ai? Le pied lourd. Comme dans Saint-Saëns, là. C'est ça. C'est vrai qu'on sait pas que ça existe du tout, là. Fait que je suis content qu'on puisse être ici pour en parler. Qu'est-ce que tu fais comme travail exactement, mis à part tu sais, au final, il y a beaucoup de choses dans l'eau à entretenir, comme, supposons, des structures de ponts, des quais, des égouts. Il y a beaucoup de structures immergées, quand on y pense, qui doivent être entretenues ou réparées en immersion. Donc, c'est ça que les scaphandriers sont amenés à faire. Donc,
Est-ce que vous êtes obligé d'être soudeur aussi ou... On est amené à faire tous les types, tous les corps de métier de la construction ouais. sous-marin. Donc, soudure sous-marine, coffrage de béton, menuiserie, arpentage, vidéo, caméra, ultrasons. Mon Dieu, mais faut avoir un équipement, tu sais, en tout cas, je parle d'un coffre à outils personnel assez vaste, là, tu sais, d'intérêt pour pouvoir y arriver. Bien, normalement, lors de la formation, on est amené à toucher à tous ces domaines-là, mais on finit par trouver dans quoi on est bon, on se spécialise, les employeurs reconnaissent les forces de chacun, puis finalement, on se niche. OK. Donc, il y en a certains qui deviennent très bons en soudure, ils vont faire finalement presque exclusivement de la soudure, mais tu sais... OK, puis de ton côté, c'est plus... Ben, j'ai arrêté d'être scaphandrier OK. pour devenir, comme Joseph, le pêcheur d'oursins. Mais quand j'ai été scaphandrier, moi, j'ai fait beaucoup de bâtardeaux. Donc, des bâtardeaux, c'est quand on doit travailler une structure immergée à sec. Donc, on doit construire des murs d'étanchéité autour d'une structure, sortir l'eau du tour de la structure. Donc, il y a des murs qui retiennent des colonnes d'eau pour qu'on travaille au sec. Mais ériger ces murs-là doit se faire dans l'eau de l'extérieur. Ouais. Donc, moi, je construisais ces murs-là qu'on appelle des bâtardeaux. C'était OK. ma spécialité. Puis juste pour revenir sur ce qu'on disait par rapport au scaphandrier, est-ce que vous avez un gros casque en cuivre avec une petite vitre, avec une grille, puis est-ce que c'est encore ça ou... C'est encore ça. Hein? Oui. OK, c'est comme surprenant que ça ait pas Ça tant... peut paraître archaïque, Ouais. mais... C'est encore ça. C'est encore ça. moins C'est lourd plus en qu'avant. cuivre, c'est ça. OK, OK. L'équipement a quand même évolué un petit peu. L'espèce de pied lourd que tu décris là, dans Tintin, c'est l'ancêtre des scaphandriers, en fait. Là. Ces combinaisons-là, tu es attaché directement à l'habit que les plongeurs avaient sur le corps. Et c'était à débit continu. Donc, finalement, c'était comme être dans une espèce de gros sleeping bag étanche attaché sur un casque où il y a de l'air en continu qui arrive et qui ressort. Fait que ça me permettait de respirer à l'intérieur du casque puis de pouvoir gonfler un peu la combinaison. Maintenant, une des grosses différences, c'est qu'on n'est plus obligé d'avoir le casque qui est rattaché à toute cette combinaison-là. Donc, les casques, comme tu dis, ont évolué énormément, mais malgré tout, sont restés un peu archaïques. Mais le casque n'est plus attaché. Donc, l'étanchéité du casque se fait au niveau du cou. Donc, il y a ce qu'on appelle une collerette qui va venir rendre le casque complètement étanche, qui est attaché à ce fameux casque-là, qui est en fibre de verre dans les nouvelles générations des casques, de plus en plus en acier inoxydable. C'est beaucoup plus durable là, que la fibre de verre là, puis le gel coat. Mais bref, la tête est au sec, puis le corps, on va choisir la combinaison qu'on va mettre, mais là, on va dire que l'étanchéité va être indépendante. Toujours de relié la à un tête. tuyau? Toujours relié à un tuyau. La grande différence maintenant, c'est des casques qui sont à la demande. Donc, le fameux casque de Tintin, c'est alimenté en air en permanence. C'est vraiment en tout temps, il rentrait de l'air et il en sortait. Là, la grande différence maintenant, c'est que le casque est à la demande. Donc, en soi, quand le plongeur veut inspirer, au moment où il inspire, il va avoir de l'air, puis au moment où il expire, l'air sort. Mais il n'y a pas un débit continu d'air qui entre. Mais malgré tout, il y a ce qu'on appelle l'ombilical qui alimente le plongeur, où il va avoir l'air qui va se rendre jusqu'au casque, bien entendu. Mais tout le reste qui va être nécessaire, donc les câbles électriques pour les communications, pour les systèmes vidéo. De plus en plus, les plongeurs plongent avec des combinaisons à l'eau chaude. Donc, il va y avoir un tuyau d'eau chaude qui va alimenter le plongeur. Donc, tout ça va être tressé ensemble jusqu'à la surface, puis il porte le nom là, de l'ombilical. Puis la pêche à l'oursin. Ouais. Déjà, pour explorer un peu cette idée-là, comment ça fonctionne exactement? C'est sûr, c'est un autre milieu que la construction sous-marine. Donc, étant donné que c'est de la pêche, c'est ça se fait différemment. On n'est pas en scaphandre là, OK. à la pêche à l'oursin. On a simplement un masque, puis c'est de la plongée autonome, là, comme on dit. Donc, une bouteille dans le dos, un masque, un peu comme de la plongée récréative. Là, quelqu'un qui irait plonger dans le sud. Là. On a un habit qui est semblable, à part qu'on est en eau froide. Donc, un bon dry suit, idéalement, il faut rester au chaud. Même si, bon, un dry suit, ça finit souvent par se maganer. Et là, on a des petites fuites d'eau. Puis On n'est jamais on filme. vraiment sec. Ouais. Donc, Ouais. attendez, arrêtez de vous plaindre. Là. Vous avez des petits systèmes hydrauliques d'eau chaude. Là. J'ai appris ça. Voilà, mais ça, C'est les scaphandriers. Alors justement, voilà, ça c'est en scaphandrier. Mais à la pêche à l'oursin, étant donné qu'on doit être autonome, on se promène beaucoup. On est 3 ou 4 plongeurs, donc 3 ou 4 plongeurs qui se promènent sur une grande zone de pêche pour trouver des oursins. Ce serait pas possible qu'à partir du bateau, il y ait un câble relié à chaque plongeur. Ouais. Ça serait Ouais. un chaos incroyable. La saison doit être assez courte. Le reste du temps, est-ce que vous poursuivez votre passion de la plongée? Comment ça fonctionne? On est dépendant de la température de l'eau, parce que les OK. oursins sont comestibles seulement quand l'eau est très froide.
Donc, on plonge le printemps dès que le fleuve est libéré des glaces jusqu'à ce que les oursins pondent. Donc, quand l'eau se réchauffe, les oursins pondent. Nous, c'est les œufs qu'on mange. Quand les oursins sont vides, on les pêche plus. Ben non. Donc, c'est de début mars à début mai, fin mars à début mai. Et après ça, c'est quand l'eau se refroidit. Donc, à l'automne, on peut pêcher là, jusqu'à fin novembre, mi-décembre parfois. Moi, je pourrais jamais aller faire de la plongée sous-marine parce que je suis terrifié des genres de monstres qu'il y a sous l'eau. Puis je parle pas de monstres de la mythologie. Je suis comme... Non, les affaires qu'on sait qui existent, c'est terrifiant, là. Presque tout ce qu'il y a sous l'eau, je trouve ça dégueulasse, puis ça me terrifie, là. Tu sais, une pieuvre, là, c'est visqueux. Elle fait juste transporter sa grosse tête. C'est comme un organisme qui contrôle plusieurs serpents. C'est épeurant, là. Un dauphin, là, c'est affreux, cette affaire-là. C'est épeurant. C'est trop lisse. Puis juste comme une baleine, là. C'est comme l'affaire la plus immense ever. C'est comme 3-4 buildings, je sais pas trop quoi, à quel point c'est gros, mais... Tu sais, la plongée sous-marine, je le ferais dans une piscine publique si c'était comme accepté, mettons. Là. C'est sûr qu'il y a des gens qui portent plainte, c'est comment il y a quelqu'un qui regarde mes pieds de proche. Je pense que je ferais de la plongée sous-marine si je pouvais avoir mon propre bolide, puis j'ai comme des missiles, là. Fait que, tu sais, mettons, s'il y a un monstre qui me terrifie, tu sais, je pourrais comme l'anéantir avec genre des... je sais pas, ça serait du laser, I guess. Mais ça serait résistant. Puis moi, je suis là, puis piou, 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 piou. Ça, c'est sûr que je le ferais plus. Juste être dans l'eau avec ma bonbonne, puis être carrément de la viande pour monstre. Mais si je pouvais tuer, j'aimerais ça. Pour le commun des mortels, on va se le dire, en tout cas moi, là, il me semble que ça sonne extrêmement dangereux, la plongée. Est-ce que je me trompe ou il doit y avoir un pourcentage quand même assez élevé d'accidents annuellement? Il y a des accidents comme dans la plupart des métiers de la construction. Puis tu sais, il faut peut-être faire attention aussi où on oriente ça, là. Il y a la plongée récréative, il y a la plongée technique d'exploration. Après ça, on tombe dans la plongée professionnelle. Puis dans la plongée professionnelle, en soi, c'est un métier qui peut être très dangereux s'il est mal fait. Ça veut dire quoi, ça, mal fait? Mal fait, ça veut dire que ce métier-là, même je vais me permettre une immense parenthèse, si tu me le permets. Oui, il y a la plongée professionnelle. La plongée professionnelle, c'est quoi? C'est à partir du moment où on est rémunéré pour plonger. Ça, c'est normé à travers le Canada. Il y a des normes canadiennes qui vont le normer. C'est réglementé dans les provinces. Ici, c'est réglementé par le règlement sur la santé et sécurité au travail. Donc, il y a une loi provinciale de laquelle découle un règlement sur la plongée qui va réglementer tout ça. Comment ça doit être fait de façon sécuritaire, la plongée professionnelle au Québec, et comment ça doit être fait au Canada par la norme. Et si on suit bien ces normes-là, si on suit bien ces règlements-là, si on analyse bien les risques et qu'on fait une excellente diligence de tout ce qu'on fait en plongée, ça peut être fait de façon sécuritaire, ce métier-là. Mais c'est un métier où on doit le penser, où on doit agir pour qu'il soit fait de façon sécuritaire parce qu'il peut très facilement devenir dangereux si on est négligent, si on ne respecte pas les normes ou les règlements de sécurité par rapport à la plongée. Donc, je fais toujours attention je sais que ça peut être intéressant de dire que c'est un métier extrêmement dangereux. Ça peut être un métier extrêmement dangereux, mais ça peut être un métier qui est sécuritaire s'il est bien fait. On plonge dans énormément de différents types d'environnements. On peut plonger dans des champs d'épuration, dans des égouts, dans des zones à très fort courant, des endroits où il y a des courants d'arrachement, des renards, des endroits où il y a énormément de pression. Donc, tu n'es pas rodé sur le même risque à chaque fois. Comme un menuisier, il va toujours savoir, j'approche pas ma main de ma scie. C'est comme... Tu arrives sur un nouveau chantier, un nouveau site, oups, il y a des nouveaux risques. T'sais. Fait que des fois, après ça, tu les as pas autant en tête. Est-ce que vous avez encore du plaisir à faire ça? Dans le sens où, c'est quand ça devient un travail, des fois, on bof, mais vraiment, ouais, vous sortez plonger. Ben, d'abord, est-ce que vous le faites de façon personnelle la fin de semaine pour vous amuser ou... Moi, je le fais plus tant que ça. Je fais de la plongée en apnée. Donc, le plaisir maintenant, c'est d'être libre d'équipement pour moi. C'est ça. Tu te casses pas la tête avec tu te casses pas la tête, tu te sens léger, tu te sens pas incommodé là, par tout ça. Tu peux remonter aussi vite que tu veux. Oui, c'est ça. Pas de décompression à faire en apnée. Mais pêcheur d'oursins, il y a une récompense très concrète. Nous, on est payé à la quantité qu'on ramasse. Ouais. Comme l'espèce d'esprit de jeu, même de compétition amicale qui peut s'établir entre les plongeurs, garde ça intéressant. Je veux dire, il n'y a pas de routine qui s'installe. On est obligé de se dépasser à chaque fois.
ça reste, là, ça reste très stimulant à chaque fois. Ouais, c'est tout le temps un défi parce que c'est de réussir à ramasser une bonne quantité d'oursins, mais tout en étant dans une bonne qualité d'oursin. Donc ça, c'est le défi, Le défi ultime. le défi ultime du plongeur à la pêche à l'oursin, là. Il faut tout le temps rechercher, vérifier si l'oursin est de bonne qualité, se promener de lieu en lieu, de talle d'oursin en talle d'oursin, puis apprendre à connaître le fond, là. Dans le cas de l'école, est-ce que vous formez aussi des plongeurs récréatifs? Non, on ne forme pas de plongeurs récréatifs. OK. En fait, dans l'univers de la plongée professionnelle que je parlais tout à l'heure, Ouais. il existe 2 modes de plongée qu'on va retrouver là, principalement au Canada. Le mode de plongée autonome, qui est le mode qu'ils utilisent là, pour la pêche à l'oursin, puis le mode non autonome. C'est quoi la grosse différence? Le non autonome est alimenté par la surface. Donc, ça le dit, il n'est pas autonome en air, il va être alimenté à l'infini par l'ombilical. Tandis que le mode autonome, comme à la pêche à l'oursin, mais ils vont partir avec leur quantité d'air limitée sur eux, qu'ils vont consommer durant la plongée et remonter. De ces 2 modes-là, existent 2 programmes à l'Institut maritime, au centre de formation en plongée professionnelle. Donc, on a un programme en plongée autonome qui est principalement axé pour les gens du milieu de la science ou de la pêche à l'oursin. Donc, le milieu de l'aquaculture, le milieu de l'archéologie subaquatique, de la biologie subaquatique et du cinéma sous-marin. Combien de temps ça dure, ces programmes-là? L'AEC en plongée autonome dure, en fait, c'est à temps partiel durant l'hiver parce que, on va dire, les principaux intéressés là, pour le programme sont déjà dans le milieu de l'archéologie, de la biologie, du cinéma. Donc, on commence à distance de soir pour leur permettre de continuer de travailler. Donc, tout ça dure à peu près 4 mois à distance à temps partiel. OK. Et ensuite, vont venir ici à Rimouski pour effectuer les plongées. Ça, c'est un 5 semaines à temps plein de plongée à Rimouski. Ça, c'est la plongée autonome. La plongée non autonome, la formation du scaphandrier, dure pratiquement 1 an, dure à peu près 10 mois. Ça, c'est 10 mois à Rimouski de formation très intensive où on gradue. Notre cohorte, en fait, là, actuelle, gradue dans 2 semaines. Dans toutes les catégories, là, quel est votre moment de plongée où est-ce que vous avez vécu de quoi? Vous vous êtes dit, OK, là, ça, c'est vraiment particulier. Là. Des tonnes, plein de moments merveilleux. Le moment, je vais me permettre une petite parenthèse dans tout ça. En fait, on a tendance à penser que la plongée au Québec, tu sais, on disait le fond, on voit rien, on parle de tantôt, on parle peu de visibilité, ainsi de suite. On a tendance à penser que la plongée au Québec, la plongée dans le Saint-Laurent, est une plongée où c'est sombre, où c'est froid, où il n'y a rien à voir, ce qui est complètement faux. C'est magnifique, le Saint-Laurent. Il y a de la vie, il y a de la couleur, c'est incroyable. Les Escoumins, la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, la Gaspésie nous offrent des sites de plongée absolument merveilleux. Puis mes plus beaux souvenirs pour avoir plongé dans des belles eaux turquoises dans le sud, en Asie, c'est ici au Québec. La plongée sur la Basse-Côte-Nord, la plongée en Gaspésie, c'est des souvenirs mémorables. C'est les plus belles plongées de toute ma vie qui seront indétrônables à tout jamais. Parce qu'on est chez nous, parce que c'est beau, parce que c'est grandiose, parce qu'on est seul au monde quand on plonge là-bas, parce qu'il y a de la vie, il y a des organismes, c'est multicolore au fond. On peut avoir de la belle eau claire, on a des mammifères marins. On peut faire des plongées en Gaspésie. Je me souviens de plongées où il y a des organismes multicolores, un écosystème incroyable sous l'eau. On croise des phoques, on revient en surface, il passe des baleines, on a une biodiversité magnifique autour de nous. Mes plus belles plongées à vie, mes plus beaux souvenirs sont dans les eaux de la Gaspésie puis de la côte. Ça, c'est des eaux où le fond est rocheux. C'est pour ça que c'est clair. OK. La Côte-Nord, tu sais, Tadoussac, on voit ça drop beaucoup les flancs rocheux. On voit beaucoup ça. Ici, on a des sols de sable, de glaise. Dans le Bas-Saint-Laurent. Dans le Bas-Saint-Laurent. OK. Mais ça varie. Ça varie. On peut avoir des bonnes oui. visibilités, mais c'est que certaines journées, le fond, dans le Bas-Saint-Laurent, le fond de l'eau se lève. Puis voilà, on voit pas grand-chose. Mais ça varie, ça varie. Mais moi aussi, pour avoir plongé récréativement à plusieurs endroits dans le monde, en fait, meilleur souvenir de plongée, évidemment, c'est récréatif. J'ai été en mode contemplation et pas travail. C'était aux îles de la Madeleine, c'était en apnée. Et c'était une activité pour aller rencontrer les phoques. On se faisait mettre des palmes de couleur qui attiraient les phoques. Les phoques venaient jouer après nos palmes, mordiller. Ils s'approchaient de nous pour jouer, nous rencontrer dans des forêts de kelp, là, les grandes algues. C'était incroyable. Il y avait dizaines de phoques autour. Ça donnait vraiment le temps de pouvoir les observer. Belle rencontre avec un animal. C'est clair. Ah vite comme ça, un souvenir assez beau qui me revient aussi d'une plongée. Là, c'était en scaphandrier et c'était aux Escoumins, au quai, je pense que ça s'appelle le quai des pilotes. Là. Donc, c'est un endroit où il y a un quai puis les bateaux viennent s'accoster. Mais étant donné que le fond à cet endroit-là est assez plat, aux Escoumins, ça a tendance à tomber rapidement dans des grandes profondeurs. Il y a
des immenses falaises de roches sous-marines. Mais là où j'étais, il y avait un fond assez plat, mais l'eau était tout aussi claire, puis c'était rempli de grandes algues verticales là, qui montaient peut-être sur 15 pieds de haut. Donc là, moi, j'arrive là-dedans avec le casque, là, donc je vois très bien, puis j'ai la tête au sec, puis là, je tombe jusqu'au fond, puis je me mets à marcher, puis là, je me sentais vraiment comme le classique, là, quelqu'un dans Tintin. Exact, Voilà, exact. vraiment marcher au fond de l'eau, puis être dans un nouveau monde. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait de la plongée d'archéologie ou en tout cas, tu sais, vous êtes allé vous voir? Moi, j'ai la chance de travailler en archéologie subaquatique au Québec. Puis je suis pas du tout archéologue. En fait, je suis un peu l'imposteur au sein des archéologues absolument merveilleux et passionnés. Qu'est-ce qu'ils vont voir, ces chercheurs-là? Toutes sortes de choses. Il y a de l'histoire maritime puis de l'histoire subaquatique incroyable à travers le monde. Puis au Québec... Mais au Québec, dans les lacs? Ou dans les lacs, dans le fleuve. On va prendre un exemple. On est présentement au Bic en ce moment. Au large ici du Bic, il y a une magnifique épave qui s'appelle le Scotsman, qui était un voilier marchand qui a coulé milieu 1800, je ne me souviens plus exactement, 1846, 47, quelque chose comme ça. Donc, d'aller chercher des données, d'aller comprendre, d'aller chercher une part de l'histoire, finalement, qui est oubliée. Justement, parlant de cette histoire-là, là, est-ce qu'il y a personne qui est allé sur l'Impress? Moi, c'est oui. Ah, Je suis jamais allé, non. OK. C'est pas... Mais je reviens à toi, mais je veux savoir, ça vous a jamais comme... Tu sais, mettons qu'on a ce pouvoir-là de super-héros comme vous avez, d'être capable de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ça vous a jamais comme tenté de dire « Ah, je le ferai cette année » ou... Ben, j'ai déjà fait des épaves. OK. C'est incroyable. C'est Ah ouais? incroyable. Ça n'a jamais simplement à donner. L'occasion s'est pas présentée pour moi d'aller visiter l'Impress. OK. Éventuellement, j'imagine. Mais c'est sûr que ce feeling-là, l'idée du fantôme, je sais pas trop. C'est comme... C'est magnifique et ça fait peur en même temps. Ouais, c'est ça quand même. Mais donc, de ton côté, tu es allé voir l'Impress. Oui, absolument. OK. Moi, on m'a dit que c'était extrêmement dangereux, qu'il y avait des gros courants. C'est une plongée extrêmement difficile. C'est des conditions qui sont quand même un peu prévisibles, mais malgré tout très aléatoires. C'est une plongée qui peut très bien aller, comme c'est une plongée où tout peut devenir très extrême. OK. C'est surtout ça avec l'Impress. C'est une épave qui est quand même assez loin de la rive, qui implique un bon déplacement en bateau, qui est on va dire, en moyenne grande profondeur. C'est pas si profond que ça, mais quand même dans les 40-42 mètres, dépendant des marées. Donc, on est quand même dans une profondeur où il y a un enjeu de profondeur. Dans le Saint-Laurent, soumis à des très forts courants, en eau très froide, où la visibilité dans l'eau peut passer de quelques mètres à absolument rien. Ah sur ouais? une épave qui a 111 ans cette semaine, si je ne me trompe pas. Donc, qui est quand même très endommagée, où on peut se perdre, où les points de repère peuvent être très difficiles. Donc, tout ce cocktail de conditions-là mélangées ensemble peut en faire une plongée extrêmement difficile. La visibilité doit pas toujours être bonne. La visibilité peut être bonne, correcte, jusqu'à absolument nulle, on voit pas le bout de notre nez. Dans Donc, le ça courant, va en varier énormément. Puis comme on disait pour la plongée professionnelle tout à l'heure, on disait est-ce que c'est dangereux? Donc est-ce qu'une plongée sur l'Impress, c'est dangereux? Bien préparé, si on a les bonnes conditions, puis on sait reculer et annuler si les conditions ne sont pas bonnes, ça peut être une plongée qui peut être bien faite, mais qui va apporter un grand lot de risques et de défis pour lesquels il va falloir se préparer. Mais tu disais... La chance d'aller toucher à l'histoire, c'est un peu ça. J'ai fait ma première plongée sur l'Impress il y a à peu près 10 ans. Puis je me souviens, le premier feeling, ça a été ça, d'arriver sur ce morceau-là d'histoire absolument incroyable, puis de pouvoir arriver, puis poser la main, puis dire, on n'a pas cette chance-là si souvent que ça, du moins au Québec, de mettre la main sur un morceau d'histoire aussi gros, aussi ancien, une histoire aussi importante, surtout on est en plongée, fait que je veux pas le milieu maritime, l'histoire maritime du Saint-Laurent, je crois, nous touche puis nous rejoint énormément. Donc, c'est une part d'histoire tragique, mais en même temps absolument incroyable qu'on a ici dans le Bas-Saint-Laurent. Puis il y a beaucoup de questionnements en ce moment là, par rapport aux remontées d'artefacts de ce naufrage-là, mais d'autres naufrages aussi. C'est légiféré, on ne peut plus, par exemple, l'Impress, on ne peut plus sortir aucun artefact. C'est strictement interdit de modifier l'intégrité de l'épave, de toucher à un artefact ou de ressortir un artefact. L'épave est protégée. Pour piller l'épave, puis après un certain temps, là, ça devient comme classé historique, où là, on peut plus y toucher. OK. Ça a raison d'être. En tout cas, je vais me lancer dans mon opinion à moi. Ça a vraiment sa raison d'être parce que justement, tout ce
patrimoine historique-là qui est sous l'eau, bien, si tout le monde commence à sortir des artefacts, finalement, oui, ça peut être bien conservé, ça peut être bien fait, mis dans des musées, mais si tout le monde commence à piller et sortir ça, bien, on va perdre des morceaux d'histoire, on va perdre une partie de ce patrimoine-là. Moi, pour ma part, je vais me contenter de continuer à aller voir ces superbes chefs-d'œuvre dans des musées, hein, comme le musée maritime, ou, parce que aller sous l'eau, ça vous appartient. Vous êtes vraiment des super-héros pour moi. Là. Je vous respecte énormément. Félicitations pour votre beau travail, puis merci d'avoir partagé votre expérience à Hôtel Central. Très apprécié. C'est un plaisir. Merci. Andy, dans ta plongée au cœur de la création, il semblerait qu'avec ton travail avec l'intelligence artificielle, tu aies fait naufrage. Oui, non, c'est pas un naufrage. C'est juste que parfois, l'intelligence artificielle prend ce que tu lui donnes et te donne complètement autre chose. Mais c'est pas nécessairement le cas, c'est juste que là, elle n'a pas compris le topo tant que ça. J'ai voulu lui faire réécrire une chanson. Parfois, je fais ça, je lui donne, OK, réécris-moi cette pièce-là ou mets des paroles sur ça. J'ai voulu, dans le thème de la plongée sous-marine, avoir des paroles sur une des pièces de Mario Bros. Tu sais, la chanson... Ça s'appelle Dire Dire Ducks, puis c'est super éthéré, un peu sous-marin. Et je me suis dit, OK, écris-moi une chanson, les paroles sur le thème de Dire Dire Ducks de Mario Bros. Et je vous dirais que les paroles, bon, OK, ça reste de quoi qui est sous-marin, mais ça fit vraiment pas tant avec qu'est-ce que j'ai demandé. Alors, voici ce que ça a donné. Moi, y aller un peu plus bas. Ouais. Dans les profondeurs, un monde s'ouvre. Mystère bleu. On se croirait déjà un petit peu dans Aladdin. Déjà en partant. Corail danse sous l'eau claire. Beauté rare. Puis là, il y a une deuxième partie là, qui s'en va. Glissons sous l'onde, poissons frôle, l'océan nous garde dans son doux rôle. Je sais même pas de quoi il parle, en fait. Il a essayé, mais je comprends pas grand-chose. Là, on s'en va vraiment plus dans les classiques de sous-marins. Trésor caché loin des regards. Secret noir. Rayon de lumière caresse l'eau. Éclat pur. Oh! Il a vraiment rajouté « oh » pour faire une rime. Ensuite, glissons sous l'onde, poisson frôle. Je sais pas qu'est-ce qu'il frôle, mais il frôle. L'océan nous garde dans son doux rôle. Et peut-être aller juste un petit peu plus poétique. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est que des fois, l'IA essaie d'être poétique, mais c'est juste des mots un à côté de l'autre qui veulent rien dire. C'est vraiment comme si on demandait à quelqu'un de 12 ans d'écrire de quoi de poétique. Cela étant dit, on sent une inspiration de Garou et Céline Dion sur Glisser sous le vent, qui est cher à mon cœur quand même. Peut-être qu'on pourrait faire un... et je... Non. Non, ça marchera pas. Ben, comme l'IA, on pourra pas dire que tu n'auras pas essayé. J'ai essayé.